de l'âge de la Terre. Alors, juste pour vous montrer l'âge de la Terre, vous avez ici 1 million d'années égale 1 millimètre. Donc, la Terre fait 4,6 milliards d'années. Si c'est 1 millimètre, c'est 4,6 mètres. Dans la première partie, vous avez... Merci. Merci. Alors, vous avez la première partie, ce qu'on appelle les temps géologiques. Sur presque 600 millions d'années. Alors, lorsqu'on parle des dinosaures, ils sont ici. Moi, je suis dans... On est là, ici, les autres. Les dinosaures sont ici. Les premiers poissons, si vous avez visité l'Iguacha, il y a une espèce de poisson qui marche, c'est ici. Les trilobites, ça, l'île d'Anticosti, vous allez en voir, sont ici. Les calcaires de Montréal, c'est une ancienne mer chaude. Et ça, c'est il y a 450 millions d'années. On est dans l'Ordovicien, c'est ici. On a les montagnes rocheuses qui ont monté quelque part par ici. Les Appalaches sont là. Et tout ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. On va prendre une deuxième échelle. Là, tu veux changer de pancarte. Alors, pour vous remettre, j'ai pris le dernier millimètre de mon affiche précédente pour vous montrer les tirés. En fait, c'est les deux derniers millimètres. Alors là-dessus, 1 millimètre égale... Ah, merci. 1 millimètre égale 1000 ans. Alors, vous avez les milliers d'années par millimètre. Alors, imaginez, mes deux derniers millimètres sont étirés. L'être humain actuel, il arrive ici dans l'histoire, il y a 250 000 ans. Quand je parle de temps, vous voyez que le temps pour en arriver là, c'est des temps qui sont très longs. C'est ce qui est fascinant avec la spéléo, c'est qu'on est toujours intéressant, c'est que les différents régimes d'eau qui coulent en surface vont donner des différentes couleurs. Un été ou une année pluvieux, il va y avoir plus de sédiments et l'eau va former des couches différentes. C'est ce qu'on voit sur cette draperie-là. C'est de la roche, c'est dur. Si vous avez un petit coup donner un petit coup très lentement, vous allez faire donc comme un xylophone. C'est vraiment de la roche, c'est très dur. On peut les casser. Alors, des différentes concrétions, il y en a qui ont des formes un peu excentriques. Alors ici, on a en anglais, ça une électite. C'est une concrétion excentrique. Il y en a de différents modèles. Tu peux y aller un peu en rafale. Oui, tout à fait. Alors, on a même une forme de concrétion qui s'appelle les perles des cavernes. Malheureusement, les perles peuvent être de très petites, ils peuvent être grosses comme des balles de billard. C'est la même chose, c'est un peu comme une perle. C'est-à-dire qu'il y a un grain de sable qui va être dans un petit bassin d'eau saturée de calcaire, et le petit grain de sable, bien, ça va s'accrétionner autour, tu peux changer, pour donner ces perles-là. Pour vous parler de découvertes intéressantes, dans les années 1980, il y a un groupe de spéléologues québécois qui a accompagné une expédition canadienne. Ils sont allés dans une grotte qui s'appelle Castlegar, dans l'ouest canadien. Et ils ont découvert une forme de concrétion cubique. Alors, c'était tout comme des dés à jouer. Alors, vous aviez des perles cubiques en forme de dés à jouer. C'était retrouvé là, tout à fait naturel. Alors oui, vous avez raison, on fait des découvertes invendables, mais des découvertes qui font de très belles photos. Mais parfois, ces stalactites-là peuvent être beaucoup plus grandes. Alors, on va avoir une colonne qui va se fermer, la stalactite va rejoindre la stalagmite, et ça va se faire une colonne, et la colonne va s'agrandir, et des stalactites secondaires vont se former. Alors, vous avez ici le spéléologue, la spéléologue, je crois, et vous avez la colonne, ça donne une idée de l'échelle. Alors ça, c'est une photo qui est prise dans une grotte américaine qui s'appelle l'Ishuguia. Si vous voulez partir faire une caverne aujourd'hui, ben, vous dites, bon, ben, où est-ce qu'on va? Alors, on pourrait commencer assez simplement par se rendre à Saint-Léonard, l'arrondissement qui n'est pas tellement loin. Vous avez juste à aller par là, marcher de 4-5 km, quelque chose comme ça. Vous allez rejoindre un petit parc qui s'appelle le parc Pie-XII. Et dans le parc Pie-XII, il y a une caverne. Ah non, si vous êtes appelé aujourd'hui, il n'y a aucun problème. On a un nouveau système, ça peut être très rapide pour la réservation. Ça veut dire. Voilà. Alors ça, c'est l'entrée naturelle de la caverne de Saint-Léonard. Alors la caverne de Saint-Léonard, ça c'était avant qu'il y ait un parc, avant qu'il y ait des constructions autour. Moi, j'ai un cousin qui
partaient de Montréal-Nord et marchaient jusque dans le parc Pidouze, qui n'était pas un parc, qui était dans le bois, un boisé, pour aller voir l'entrée de la caverne. C'était très populaire chez les jeunes. Tellement populaire que les âmes bien pensantes ont décidé de fermer la caverne parce qu'il y avait des jeunes qui allaient là-dedans et qu'on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Alors, on a fermé la caverne et il a fallu attendre que la Société québécoise de spéléologie propose à l'époque à la ville de Saint-Léonard d'ouvrir la caverne et de faire visiter la caverne. C'est ce qu'on... Mais la caverne de Saint-Léonard, elle est connue depuis au moins 200 ans. Et à l'intérieur de la caverne de Saint-Léonard, à part ces stalactites-là qui étaient cachées, on n'en voit pas. Mais on sait que, d'après la description qu'on en a faite il y a 200 ans, qu'elle était remplie de stalactites et de stalagmites qui ont été cassées par des vandales, malheureusement. Alors, c'est une galerie amusante, parce que lorsqu'on est dans la grotte de Saint-Casimir, la plupart des néophytes ne s'imaginent même pas qu'on peut passer par là. Alors, ça passe, je vous dis, sans problème. Là, t'es un peu vite. Alors, la grotte de Saint-Casimir, c'est un terrain qui appartient à la Société québécoise de spéléologie. Vous pouvez, si ça vous intéresse, commencer à être initié à la spéléologie. Alors, on a un organisme local qui s'occupe des visites, vous prête un casque pour une lampe, vous faire une visite facile debout, ou vous pouvez faire une longue visite qui s'appelle un parcours aventure. Moi, j'appelle ça le stage de découverte de la spéléologie. Donc, à la grotte de Saint-Casimir, vous pouvez vous initier à la spéléo, voir la formation des grottes et voir et essayer différentes choses, dont celle-là de ramper dans un endroit qui semble exigu. Ne vous en faites pas, c'est pas si difficile que ça. Les premières fois, on se découvre des muscles. On découvre des endroits de notre corps qui n'ont pas bougé depuis longtemps, mais après un certain temps, on devient pas mal. Alors, je continue mon inventaire de grottes du Québec. Il y en a plus que ce que je vais vous montrer, mais ça fait quand même un survol. Il y a une grotte à Québec même, dans la petite ville de Bois-Châtel. Alors, Bois-Châtel, c'est une ville qui est juste l'autre bord de la rivière Montmorency par rapport à la ville de Québec, la ville de Courville qui est d'un côté. Et dans le milieu d'un golfe, le 19e trou du golfe, ça donne que c'est l'entrée de la grotte de Bois-Châtel. C'est l'entrée de la caverne. On est toujours dans le calcaire, qui est ici. Alors, la roche, qui est une roche sédimentaire, je vous en ai parlé, une roche soluble. Au Québec aussi, on a ça. C'est le même calcaire que Montréal, c'est les mêmes formations. Alors, on peut continuer. Alors, on va rentrer dans notre grotte de Bois-Châtel. Alors, pour commencer, il faut marcher à 4 pattes sur une quinzaine de mètres dans une grotte qui est aussi surnommée Bout-Châtel. L'eau qui est sous la roche, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais ici, lorsqu'on va au Trou de la Fée, à Val-Jardin, ça c'est à Desbiens ou Lac-Saint-Jean, c'est pas ça qui est arrivé. C'est une montagne qui s'est écroulée en partie, qui a fait un vide qui s'est ouvert. Alors ce vide-là n'a pas été fait par l'eau. Alors la caverne, c'est une cavité naturelle souterraine et la grotte est une cavité naturelle souterraine faite par l'eau. Donc une grotte est une caverne, mais une caverne n'est pas nécessairement une grotte. Alors c'est ça la nuance. On appelle ça une caverne parce que c'est pas fait par l'eau, c'est pas une grotte. Alors c'est comme ça qu'elle a pris ce nom-là. On va rester les chauves-souris. Alors, vous avez... Est-ce qu'il y en a qui ont peur des chauves-souris? Oui. Alors, il arrive probablement qu'il y a déjà des chauves-souris ici. Oui, hein, j'étais sûr. Une bonne place pour eux autres. Puis lumière, oui, c'est ça, les chauves-souris. C'est des charmantes bêtes. Honnêtement, là, les chauves-souris ont un avantage, ils mangent des insectes. Enfin, on a des petits papillons qui imitent, entre autres, qui détruisent les récoltes. Ça mange aussi des moustiques, pas tant que ça, mais ça en mange quand même. Ça en mange beaucoup. La chauve-souris, c'est un animal social. Pour ça, j'ai mis cette photo-là. C'est un animal qui aime bien ses congénères et qui peut interagir. Dans certains cas, il y a des refuges de chauves-souris en Australie, entre autres, où les chauves-souris sont récupérés bébés parce qu'ils ont été abandonnés, ils sont élevés, et c'est des animaux qui ont des rapports sociaux avec les humains. C'est quand même assez amusant, quand même. Alors, oubliez le fait que ça vous prend dans les cheveux. Ça ne vous prend pas dans les cheveux. Ça mord généralement pas. C'est pas dangereux. Ça peut mordre si elle se sent comme n'importe quel animal qui se sent menacé. Puis il faut quand même un peu s'en méfier pour une raison certaine. Dans certains cas rares, peuvent être vecteurs de la rage. Donc, si jamais vous manipulez une chauve-souris, arrangez-vous à avoir des gants pour vous faire mordre parce que ça c'est quand même un peu embêtant. Mais sinon, c'est une charmante bête. Quel est l'état de la spéléologie au Québec par rapport au reste du monde? Bien, c'est assez étonnant. La spéléo au Québec, on est une gang d'amateurs dans un endroit où il n'y a pas
tant de grottes. Le Québec n'est pas un endroit où il y a beaucoup de grottes, mais on est beaucoup de spéléologues, puis on s'intéresse. Fait qu'on rayonne beaucoup. Les spéléos québécois vont rayonner, ils vont faire de la spéléo aux États-Unis, ils vont en faire au Mexique. Puis on va aussi donner des formations. Entre autres, on forme nos collègues en l'Ouest canadien dans lesquels ils ont des grottes. Et on a, probablement parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos collègues français, on a travaillé avec des Français, donc on a des techniques françaises qui nous rend très habiles en spéléo. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de la population qui s'intéressent à la spéléologie? Pas énormément, mais quand même un petit groupe d'amateurs qui sont toujours très dynamiques dans la chose. Puis je vous dirais que la plupart des gens vont s'intéresser vont avoir une réaction. La spéléo, soit que ça les intéresse ou soit qu'ils en ont peur. Rares ceux qui sont neutres. Oui, c'est ça. Et quels sont vos projets à vous? Le projet, ce serait, je vous dirais, la caverne de Saint-Léonard. On veut faire un centre de la Terre. Donc, ce serait le projet que j'essaie de réaliser dans les prochaines années. C'est d'avoir un centre dans lequel nous, on pourrait accueillir les gens. Et dans la caverne de Saint-Léonard, il y a des prolongements potentiels qu'on veut utiliser. Donc, c'est faire du développement autour de la caverne de Saint-Léonard pour faire connaître l'activité. J'imagine que si on veut savoir davantage, on consulte votre... Oui, le site Internet, ça, il n'y a aucun problème, sur www.speleo.qc.ca. Merci beaucoup.